Bonjour. C'est le printemps. Il y a un arbre, les feuilles se développent, les bourgeons apparaissent, les fleurs arrivent, et puis fin du printemps, début de l'été, les fruits se forment, et l'arbre est couvert de fruits. Durant l'été, sont récoltés, puis arrive le début de l'automne, les premiers frais. Il y a un fruit qui n'a pas été cueilli. Il est bien mûr, très mûr. Et voilà qu'au milieu de l'automne, il tombe. Il tombe au pied de l'arbre, de son géniteur, de ce qui lui a donné la vie, de ce qui lui a permis d'être. Et le fruit s'éclate un petit peu au sol, et il y a des graines. Et les graines, toutes contentes, formidable. Formidable. On est resté près de papa, maman, on est là, on a de la chance, nous. C'est vraiment génial. On va pouvoir rester en famille. Oh, ce que je suis contente, dit l'un, et moi, dit l'autre. Mais oui, c'est ça, restons proches. Quelle fratrie. Sauf qu'il y en a une qui dit non. Et celle-là, elle s'appelle Moa. Et elle dit, non, moi, je ne veux pas rester là. Et pourquoi, disent les autres, pourquoi tu ne veux pas rester là? Je ne veux pas rester là parce que moi, je ne veux pas pousser à l'ombre. Je veux pousser ailleurs, je veux avoir de la place, je veux pouvoir me développer. On va être tous là, en caquet, à penser pareil, à vivre pareil, à continuer pareil. Je peux pas, je veux pas. Parce que tu es pénible, disent les autres. C'est toujours pareil. Il faut toujours que tu mettes la pagaille. C'est pas nouveau, mais c'est vraiment désagréable. En plus, tu casses l'ambiance. Peut-être, je casse l'ambiance. Ben, vivez ce que vous voulez, chacun vit ce qu'il veut, mais moi, je peux pas. Moi, je veux partir. Je veux partir, je veux quitter ce lieu, je veux absolument quitter ce lieu. Il y pense très fort, tellement fort que arrive un moment où c'est l'aube, il fait frais, et il y a un blaireau qui passe par là, pas encore parti hiberner. Il est là, et d'un coup de patte, il balance un peu le fruit comme ça, qui est au sol, il le partage, et Moa s'accroche à la pulpe, elle s'accroche fort, et d'un coup de langue, paf, le blaireau la mange, l'avale. Ah, les dents, dis-moi, juste, les dents, faut pas que je me fasse écraser. Ah, ça commence, je voulais partir, c'est vrai, mais c'est quand même pas facile. Ah, comment je vais? Oh, je suis dans un tube, ça a l'air plus calme. Oh, alors là, je suis où? Oh, ça brasse. Ah, bah, ça brasse fort. Mon Dieu, je passe dans un autre tube. Mon Dieu, que ce tube, je suis pas toute seule, mais quand même, je suis là dans le noir, je comprends pas très bien. Oh, mon Dieu! Le blaireau est parti, il a quitté l'arbre, il court. Je sens bien que ça brasse, ça bouge. Dans ce tube que je suis, je voulais partir, certes, mais là je pars loin, très loin, c'est pas évident. C'est arrêté. Je descends dans ce tube, je me demande où je vais aller. Ah, j'ai compris, je suis dans la merde. Il a fait caca. Oh, mais là je peux pas rester là. Là, je vais me faire brûler, c'est sûr. C'est pas là que je pourrais pousser. Il faut que je trouve un peu de terre, parce que là, c'est trop fort. Non, je peux pas. Il faut que je trouve de la terre. De la terre, bah, c'est pas de la terre que je trouve. Je suis en train de trouver de l'eau, il pleut, des grosses gouttes. Et ces grosses gouttes forment un ruisselet dans le tas de caca. Et me voilà partie dans le ruisselet. Et je passe à travers les herbes et je descends le champ. Et j'arrive dans le torrent. Torrent, c'est ça, c'est le torrent. Je vois bien. Ah, les roches. Ah, je savais bien que ça serait pas facile, mais là, oh, faut pas que je me fasse coincer ni écraser, mais faut que j'y arrive. Oh, bah c'est plus calme. Ça brasse, c'est sûr, ça brasse encore. Ah oui, c'est le torrent, car je vois la rivière, c'est ça, oui. Ah bah là, c'est bizarre, ça devient tout calme. Me voilà partie, je sais pas où, mais ça y est, la rivière est sortie de son lit, c'est ça. C'est plus calme, mais je pars loin. Mais je pars loin, là, je pars là-bas. Là-bas, c'est où, je sais pas. Ça y est, le soleil revient. C'est drôle. L'eau rentre dans la terre. Je suis recouverte d'alluvions. J'ai juste ce qu'il me faut, là. C'est ça. Ça y est, je sens que ma gangue pète. Mon petit germe commence à faire ses radicelles, ses racines. Ah, c'est ça. Je passe de la zone d'obscurité à la zone de clarté. Je suis en train de pousser. Bah, je voulais avoir de la place. Ah ben là, c'est gagné. Il n'y a pas grand monde, j'ai toute la place que je veux. Ça y est, j'ai compris. Je vais pouvoir être Moa.
Alors, c'est une entrée en matière pour vous parler de la liberté et des différentes possibilités que nous allons rencontrer sur notre chemin. Qui on est, que veut-on vivre, que choisit-on, pourquoi cela plutôt que cela, quel chemin va-t-on parcourir? Je bois un coup quand même parce que j'ai un peu soif. Et la liberté. Cette sacro-sainte liberté dont on est un petit peu privé en ce moment et on voit combien ça peut créer des difficultés. Mais cette liberté, pourquoi a-t-on tant besoin de cette liberté? Parce que c'est l'évolution de l'être, l'évolution de l'humain, l'évolution de l'homme. Mais si on a tant besoin de se le dire, c'est parce que probablement il y a son antonyme, son contraire, qui est l'emprisonnement. Et qu'on doit encore bien souffrir de l'emprisonnement pour avoir besoin de se rappeler sur les frontispices de nos bâtiments publics que la liberté est importante, tout comme l'égalité et la fraternité. Et c'est marqué le plus possible pour qu'on se rappelle qu'on n'est pas né pour être emprisonné. C'est important qu'on se libère. Alors, dans un premier temps, l'histoire de notre pays, pour ne parler que de celui-là, dans un premier temps, nous avons réussi à accéder à ce qu'on pourrait appeler une liberté physique. Déjà pas mal, il y a tellement de pays qui n'en sont pas là, tellement de peuples qui sont encore sous la contrainte d'une non-liberté physique. Et cette liberté physique, elle va donner à l'humain la possibilité d'aller où il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Belle affaire, c'est vrai, c'est vraiment important. Et c'est une base. Sauf que cette liberté physique, elle est quand même relativement limitée par une contrainte qui va être le problème de la liberté émotionnelle. Et en fait, si on regarde bien nos parcours à chacun de nous, la liberté émotionnelle, c'est pas sûr qu'on en soit totalement dégagé. Il se pourrait bien qu'on ait un rapport d'attachement à ce qui nous précède, qu'on ait l'impression que, avec tout ce qu'on a fait pour nous, on ne peut pas trop ceci ou trop cela. Il ne faut pas exagérer, on va faire de la peine à l'autre. Mais on tient beaucoup à l'autre. Or, tenir à quelqu'un, n'est-ce pas un petit peu un assujettissement, une aliénation? Oh, elle ne se voit pas. C'est tellement normal. C'est tellement normal de vivre avec une notion de peur qui va nous contraindre à avoir une stratégie mentale pour organiser le plus possible que cette peur n'ait pas lieu. Comment allons-nous nous organiser pour que, en stratégie, carrément en stratégie, qu'on va appeler une stratégie mentale, et on va s'organiser pour ne pas satisfaire nos peurs, mais s'organiser pour combler cette peur qui est un manque de confiance. Mais qu'est-ce que c'est que ce manque de confiance? Pourquoi n'a-t-on pas confiance en qui nous sommes? Tout simplement. C'est quand même étrange que la plupart d'entre nous, on puisse arriver à être sûr de soi, mais on est au-dessus de notre conscience de confiance. Être sûr de soi, au-dessus du soi, c'est quand même un mot qui est assez parlant, alors que le propos, c'est un manque de confiance. Et qu'est-ce que c'est que cette confiance? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit autant attaché à nos références, autant attaché à ce qu'on a connu, autant sécurisé dans ce qu'on connaît déjà? C'est un emprisonnement qui ne dit pas son nom, pas du tout, et dont on a plus ou moins conscience. Mais que se passe-t-il actuellement? Dans ce cas-là, en tous les cas, c'est que ce manque, va bien falloir lui donner un nom. Et le nom de ce manque, c'est le manque d'amour. Ah bon? Pourtant, je vis bien avec l'autre, je suis plutôt contente, ça va bien, je suis très attachée à mon mari, oui, à mes enfants, à mon chien, à ma maison, à mes voyages, à mes vacances, je suis très attachée à tout ça, ça se passe bien. Si ça se passe bien, pas de problème, vivons-le. Mais si ça ne se passe pas assez bien, on va rechercher à combler ce manque du pas bien, il va falloir qu'on trouve un bien. Il va falloir qu'on s'organise pour ce bien. Et ce bien, qu'est-ce qui va se passer? On va aller le chercher à l'extérieur de nous. Et on va combler ce manque. C'est sûr, on va y arriver. Et de manque en manque comblé, une fois qu'on a comblé un manque, c'est bizarre, on en a encore un. Il faut encore qu'on trouve un plaisir suivant pour combler ce manque. Et de plaisir en plaisir,
On va soit passer toute une incarnation comme ça, soit se retrouver à un moment donné coincé en disant « j'ai beau me faire plaisir, ça ne me suffit pas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Mais alors, comment se fait-il que je me retrouve dans une telle situation à mon âge ?» Mais entre guillemets, parce que c'est très relatif. En fait, si nous regardons bien, si on reprend notre genèse à nous, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des géniteurs, un père et une mère, on les appelle comme ça, qui ont eu une relation sexuelle, avec amour ou sans amour, j'avoue qu'on ne nous demande pas des comptes, et il va y avoir conception, et de cette conception, c'est notre embryon, ce qu'on appelle le zygote, qui au 21e jour révolu, va être animé par la vie, par le véhicule qu'on appelle l'âme, qui anime la vie dans la forme. Ça va se passer dans la matrice maternelle, la mère n'a rien à faire, personne n'intervient, et cette espèce de magie va avoir lieu, et 70 000 milliards de cellules, quand même, au passage, vont s'organiser dans le bon sens, former des organes qui eux-mêmes reliés à des systèmes, reliés entre eux, enfin un truc super bien foutu quand même, hein. Un machin quand même de qualité. Et à ça, la vie va rajouter un dessin de vie et un état d'esprit. Et tout ça, ça va s'appeler un être humain qui est prêt à sortir du ventre. Et sortant du ventre, c'est un être humain formidable. Que peut-on demander de mieux? Sauf que cet être humain ne va pas rester très longtemps un être humain. Il va devenir très vite un faire humain. Parce que sa valeur va être dénotée en fonction de ce qu'il fait. S'il fait tout bien, il sera quelqu'un de bien. Il va être aimé parce qu'il est aimable. C'est facile d'aimer ce qui est facile à aimer. C'est facile d'aimer ce qui est aimable. Mais quand on n'a pas tout fait bien, qu'on est assujetti, conditionné à ce que l'on fait, ces conditions-là vont commencer à nous emprisonner. Et si on veut parler de liberté, c'est là qu'on va voir qu'elle commence à prendre l'eau, la liberté. On aurait pu, peut-être, mais on ne l'a pas. Et je crois que la plupart d'entre nous, on n'a pas tout de suite d'emblée connu la liberté. C'est drôle. Si on ne l'a pas connue, on va donc aller la chercher. Et on va se retrouver en tant que faire humain avec seulement la moitié de nous, c'est-à-dire notre forme. Et on va se mettre à croire à ce qu'on voit de nous avec nos yeux physiques. Enfin, on va utiliser nos sens physiques pour rester limité dans cette croyance. C'est ce que l'on fait qui va entraîner ce que l'on est. Or, ce que l'on fait n'a jamais entraîné qui on est. Parce qu'on va tout faire bien pour être quelqu'un de bien. Mais c'est une fabrication. Donc on va se mettre à fabriquer notre bien. Et ce bien va être une quête constante qui va nous permettre une évolution quand même, puisque après ce qui a été notre bien, ça devient notre mal. Prenons un exemple un peu banal, on a été amoureux à 20 ans, on vit une histoire d'amour formidable, et c'est drôle qu'à 30, 35, ce qui avait été notre bien devient notre mal. Dommage. Mais bon, c'est comme ça apparemment, et ça veut dire qu'on va aller chercher, combler, avec un nouveau bien. On va s'organiser pour trouver un nouveau bien. Et ce nouveau bien, on va le trouver sur les mêmes critères qu'on a trouvé le premier bien, pour parler de ça. Mais c'est pareil professionnellement, c'est pareil pour tout. C'est-à-dire qu'on se retrouve aliéné aux références. Et vous voyez bien que nos parents vont nous dire, ou on va entendre et supposer qu'ils nous ont donné la vie. Ah bon ? C'est drôle, comme ils ne nous l'ont pas donné, ils nous l'ont éventuellement échangé, parce qu'il faut quand même donner un résultat avec tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et puis on a des droits et des devoirs, mais ils n'ont rien donné du tout. Ils ont permis qu'on soit né au monde, mais qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Ils n'y sont pour rien dans qui nous sommes. Il y a 12% d'ADN commun. Il reste 88% à notre compte quand même. Il y a de quoi s'y prendre autrement que de répéter ce qui nous a été transmis. Il y a de quoi d'imaginer autre chose. Donc cette notion que nous avons de répéter pour des raisons affectives, en fait nous sommes affectés. Affectare, ça veut dire faire le désir d'eux en latin.
Et faire le désir d'eux, ça va être d'abord celui de nos parents, de nos éducateurs, puis ça va devenir notre propre désir, c'est-à-dire combler ce fameux manque et qu'on va appeler l'amour que l'on recherche partout. Et on va le chercher partout. Et on va le chercher à travers ce que l'on fait. Donc se satisfaire. C'est ce que l'on fait qui va prouver encore une fois et de plus en plus notre propre valeur. C'est dommage qu'on n'y arrive pas à combler. Et on n'y arrive pas, et c'est la quête d'évolution. Donc, à quelque chose, malheur est bon, c'est toujours un mal pour un bien. Mais on sera donné du mal. Et puis un jour, il va se passer un truc dans notre vie qui va être une espèce de rupture, quelque chose qui ne peut plus être comme avant. Actuellement, on appelle ça un burn-out. Alors, il prend toutes les formes, ça peut être professionnel, mais ça peut être familial, ça peut être, peu importe la forme que va prendre cet arrêt, comme une espèce d'arrêt sur image, où j'irai pas plus loin, je ne peux plus tout faire parce que finalement, je suis déçue par ce que j'ai fait. Ça ne me suffit jamais, j'en peux plus, je suis épuisée. En général, on est dans un état physique assez lamentable quand ça nous arrive, parce qu'on a perdu toute croyance qui nous stimulait ce faire. En fait, on peut prendre l'analogie du végétal, parce que moi, elle m'aide bien à comprendre. Tout ce temps que nous avons passé, lorsque nous nous sommes incarnés, on s'est incarné en tant que graine. Respect. Mais cette graine a grandi dans le sac de graines. Et dans le sac de graines, qu'est-ce qu'il y avait? Que des graines qui pensaient un peu comme nous, parce que c'est les références, c'est là où on a grandi. Alors le sac de graines, il est familial, sociétal, national, peut être plus, mais il y a déjà ça. Et on a à prouver dans ce sac de graines qu'on est une belle graine quand même. Alors la plupart des gens qui vont bien s'organiser dans le sac de graines ne sont pas là aujourd'hui. Ils n'écoutent probablement pas parce que ce n'est pas leur sujet, ce n'est pas leur quête, ce n'est pas leur intérêt. Par contre, tous ceux qui ont commencé à prendre des coups dans le sac de graines, à force de prendre des coups, qu'est-ce qui s'est passé? À force de prendre des déceptions, ben on a été éjecté du sac. Et quand on est éjecté du sac en tant que graine, on s'est planté. Et ben il n'y a que celui qui se plante qui pousse. Et pourtant, quel échec social, quelle honte pour la famille, quelle honte pour notre fierté d'humain, quelle honte de ne pas pouvoir faire plus et d'abdiquer. C'est terrible. C'est moralement pénible, psychologiquement énorme, mais n'empêche que quand on est planté, parfois c'est parce qu'on a été planté. Notre conjoint nous a quittés, un enfant a eu un problème, on a été planté là. Mais peu importe comment on s'est planté, l'important c'est de l'être. Parce qu'à partir du moment où on est planté, c'est bien le germe qui va commencer à prendre l'importance et la graine qui va perdre de sa superbe. Donc la graine qui faisait tout pour avoir l'air bien et une belle graine, ben on va devenir peut-être qui nous sommes vraiment dans la graine qui a été importante pour sécuriser, protéger et nourrir le germe pendant tout ce temps de gestation, pour être au bon moment à la bonne place. Et à ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir développer qui on est, c'est-à-dire peut-être retrouver le sens du pourquoi on s'est incarné, c'est-à-dire notre dessein de vie. Mais notre dessein de vie, c'est quoi? C'est que le germe, ça, si c'est un germe de prunier, ça ne sera pas un germe de peuplier ou d'arcos ou d'abricotier, ça sera un prunier. Tout est dit. Tout n'est pas fini, mais tout est dit. Donc il y a un dessein de vie dans l'interne de chacun de nous, et on ne pourra pas en faire l'économie si on s'est planté. À partir du moment où nous arrivons dans cet endroit et cette nouvelle conscience, ça ne va pas être si simple que ça d'être planté. Parce que la graine, ça fait peut-être des milliers d'incarnations qu'elle maintient son germe pour qu'un jour ce soit le bon moment pour s'incarner, pour vraiment être qui elle est.
Mais la graine, elle ne l'entend pas de cette oreille en disant « mais vas-y, mon petit germe, pousse, tu vas voir, ça va être formidable ». Et le petit germe, les mains dans la poche, va pousser, va juste se révéler pour qui il est. C'est pas si simple. C'est pas si simple de quitter nos références. C'est pas si simple de ne plus être attaché, de ne plus tenir à ce qui nous a fait tenir et maintenir. C'est pas si simple d'aller vers la liberté. On est habitué au confort de l'emprisonnement. Ça ne nous arrange pas, mais on connaît. Et si on connaît, c'est génial. Là, on peut s'organiser dans ce qu'on connaît déjà. Mais si on ne connaît pas, si c'est nouveau, comme pendant toute la période précédente du faire humain, on s'est dit que le futur ressemblerait au passé, non seulement on a mal vécu notre passé, mais on l'a projeté sur notre futur en se disant qu'on connaissait déjà la situation, donc là ça sera pourri. Donc le présent est même lui-même pourri à l'idée qu'on va penser le futur pourri. Ouais, on ne s'en sort pas. Et là, on va arriver à une rupture où on va se retrouver à oser croire à quelque chose qu'on n'a pas déjà vu. Ah, là ça va quitter nos 5 sens physiques. On va partir dans autre chose. Mais on ne sait pas quoi. Parce qu'en fait, quand on a été mal, on voulait s'en sortir. Mais sortir où? C'est pas marqué. C'est pas révélé, c'est pas indiqué. C'est juste un ressenti. Et ce ressenti n'est pas le senti qu'on avait jusqu'à maintenant. Ce ressenti, c'est quelque chose qui nous amène à aller plus loin sans en connaître la teneur. Il y a de quoi un peu paniquer. Il y a de quoi rester dans des peurs qui nous maintiennent, parce que la peur, on connaît bien. Alors, comme on la connaît bien, on va la maintenir le plus longtemps possible. Et on va s'organiser pour hésiter à y aller. Mais il y a quelque chose qui est assez inéluctable, qui va nous permettre de nous développer inexorablement. C'est qu'à partir du moment où on s'est planté, on n'a pas fait tout ce chemin-là pour ne pas y arriver. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'on a vécu, ça a servi, en fait, ça a formé le tas de fumier. Et ce fumier, c'est tant qu'il n'est pas transformé, on est écrasé par le fumier. Le fumier, vous savez que c'est à la fois les excréments de crottin, de bouse, de vaches et de chevaux, mais c'est aussi de la paille et de la feuille. Sinon, on serait brûlé. Donc celui qui a le juste fumier, tout ce qu'il a vécu précédemment va lui servir à se développer. Un jour, ça sera de l'humus. Dans un premier temps, on va en faire du compost. Donc cette notion de développement, comment elle va toucher quoi de nouveau? Elle va toucher ce qu'on pourrait appeler les lois de la vie. Alors les lois de la vie, c'est un mot, ouais, c'est sûrement bien, hein, mais on ne peut pas dire que ce soit extrêmement connoté chez chacun d'entre nous tous les jours. On ne se lève pas en se disant « Ah, il y a les lois de la vie aujourd'hui, je vais bien les ressentir, je vais bien sentir ce que c'est, je sais ce que c'est, et je vais vivre en conscience de ces lois de la vie. » Parce que les lois de la vie nous donnent la notion quand même que tout est vie. Si tout est vie, ça veut dire que l'autre est une partie de nous-mêmes, parce que qu'est-ce que nous avons en commun dans nos formes différentes? On a la même énergie de vie qui arrive dans chaque forme. Le végétal, on le voit, le végétal, c'est la même lumière du jour qui va permettre à chaque élément, chaque forme végétale, de se développer pour qui il est. C'est la même lumière. Donc en fait, on a en commun la vie. La vie, c'est pas rien. C'est ce qui nous anime en permanence. C'est grâce à la vie, à cette énergie de vie que nous sommes incarnés, et grâce à notre âme qui fait la jonction entre l'énergie de vie et notre personnalité, notre corps. Et c'est vrai qu'un jour, on va rendre l'âme. Alors l'expression, on veut bien tous l'entendre, on va rendre l'âme. Mais si on la rend, est-ce qu'elle a servi à quelque chose pendant qu'elle était là? C'est pas évident, on ne le sait pas très bien, pour certains en tous les cas. Donc, les lois de la vie, le fait que tout soit vie, ça va peut-être pas nous donner la notion que la forme de l'autre est mieux ou moins bien que la nôtre. En fait, le petit arbrisseau qui va pousser, il ne se dit pas « le chêne est mieux que moi parce qu'il fait 20 mètres de haut ». Il est juste arrivé avant. Et puis, tout ce qui pousse autour de nous, est-ce que c'est mieux ou moins bien? Non, ça fait partie de l'ensemble. Donc ça, c'est une notion, peu de chances qu'on se la dise tous les jours. Puis il y a une autre loi de la vie qui peut paraître vraiment importante,
C'est la loi, ce qu'on appelle de cause à effet, qui est ce que je sème, je le récolte. Semer, qu'est-ce que je sème? Et en fait, chaque pensée est une semence. Et on va s'en rendre compte d'autant plus que quand on était dans le fer humain, on a fabriqué notre bien en pensant ce qui allait être notre bien. Puis on s'est aperçu que c'était un peu réducteur. Là, maintenant, là où on en est en parlant aujourd'hui. C'est peut-être un peu réducteur, mais ça a été efficace. Quand on a pensé qu'on n'allait pas y arriver, en général, on n'y est pas arrivé. On est très, très efficace en tant que créateur. Mais on ignore qu'on est créateur. Or, nous sommes constamment créateurs. Et donc, nous ignorons que nous avons créé notre propre malheur, je le mets entre guillemets, donc ce qui a été notre mal, en fait. On ne s'est pas rendu compte de tout ça. Et donc, aujourd'hui, on peut imaginer que chaque pensée est une semence et que cette semence, elle va être portée dans la matrice mentale dont nous sommes dotés, comme le principe de la matrice maternelle, et que dans cette matrice mentale, on va porter très fort ce qui va être ensemencé par la vie, par l'énergie de vie dont on est conscient, et cette énergie de vie va déposer notre progéniture commune à la vie et à ma forme, afin que nous donnions les justes fruits. Et les justes fruits, c'est ce que nous allons faire. Mais si nous n'avons pas ensemencé ce que nous voulons, ce que nous imaginons d'idéal, non pas dans la forme, comme quand on a porté un enfant, on n'a pas dit « il aura les yeux bleus, les orteils de papa et les doigts de maman ». Non, on a porté un enfant. On a juste porté une idée. La forme, ce n'est pas nous qui l'avons gérée. Ce n'est pas nous qui avons fabriqué la forme. Eh bien, dans la pensée mentale, c'est pareil. Ce n'est pas à nous de dire « je veux un vélo à pois vert ». Ce n'est pas ça le propos. C'est faire du vélo. Faire du vélo. Avec quoi? On ne sait pas, ce sera peut-être un monocycle, mais faire du vélo. Ce n'est pas du tout pareil de porter l'idée ou de porter une forme. Et dans un premier temps, novices que nous sommes, on va peut-être d'abord porter une idée, parce que toute forme que l'on va croire que nous réalisons valablement sera forcément référencée dans ce qu'on a connu précédemment. On ne peut pas avoir une image de quelque chose qu'on n'a pas croisé d'une manière ou d'une autre. Par exemple, si on dit parapluie, tout le monde a l'image du parapluie immédiatement. Si on dit Spartabrook, eh bien, hier, j'ai été chercher mon Spartabrook. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas référencé. Si c'est pas référencé, ça n'a pas de forme. Si ça n'a pas de forme, ça ne peut pas être compris, ça ne peut pas prendre corps. Donc, dans notre imagination, à nous. Donc, le propos, c'est que nous puissions nous porter l'idée, mais pas la forme, pour que la vie puisse intervenir à juste escient, pour que cette semence prenne la juste forme. Et c'est pour ça que fabriquer son bien risque bien de nous amener dans une impasse. Or, porter son bien, ce n'est pas du tout pareil que de le fabriquer. On va lui permettre de prendre corps, c'est tout, comme la mère dans sa matrice maternelle. Là, c'est dans la matrice mentale. Donc, la loi de cause à effet nous donne l'idée qu'en fonction de ce que l'on porte comme idée, on va lui donner vie, on va lui donner corps, on va lui donner forme. Il y a une autre loi qui est très importante, mais elles sont toutes ces lois de base, c'est la loi des polarités. Les polarités, vous avez remarqué qu'on est toujours avec deux pôles. Il y a, on appelle ça le pôle plus et le pôle moins. Mais le pôle plus n'est pas plus mélioratif que le pôle moins qui serait péjoratif. Ce n'est pas ni plus ni moins, mieux ou moins bien, puisque quand vous montez votre fiche électrique de la lampe de chevet, si vous n'avez pas deux fils avec un pôle plus, un pôle moins, vous n'aurez pas une phase électrique qui va sortir de là. Vous n'aurez pas la transmission électrique. Donc ces deux pôles sont nécessaires et seront toujours nécessaires tant qu'il y aura évolution, en tous les cas, c'est ce que je peux dire moi aujourd'hui. Et cette évolution, c'est que le plus attire le moins et le moins attire le plus, c'est la loi électromagnétique de la vie, pour n'en dire que très peu aujourd'hui.
Ça fera partie du prochain ouvrage qu'on va sortir. Donc cette loi électromagnétique, deux pôles identiques se répulsent. Essayez de mettre deux aimants plus ensemble, vous n'y arriverez pas. Par contre, deux pôles différents s'attirent. C'est quand même fabuleux que deux pôles différents s'attirent. Parce que ça entraîne quoi? Ça entraîne qu'on va toujours faire des rencontres. Les rencontres, c'est un plus qui vient frapper un moins, et ça fait l'étincelle. Bien souvent, ça fait l'étincelle. Parce que c'est ce qui va venir déranger le plus. Mais quand le moins apparaît, il vient parce qu'il sait qu'il est attiré par notre plus. Et si nous, en tant que plus, on descend au niveau du moins, ça fait deux pôles qui se répulsent. Donc le moins va se représenter parce qu'il y a une autre loi, qui est la loi d'évolution, c'est que le moins veut toujours devenir le plus. Vous avez vu, quand vous êtes bien, vous n'allez pas vous payer quelqu'un pour être mal. Par contre, quand vous êtes mal, vous risquez bien de chercher quelqu'un à payer pour être bien. Alors c'est un peu simpliste, hein, mais ça peut nous permettre de comprendre. Donc cette loi d'évolution du moins qui veut toujours devenir le plus, on pourrait quand même imaginer que nous sommes incarnés sur une planète qui est une planète d'obscurité. Il y a encore beaucoup d'idées noires. Et que si nous nous sommes incarnés avec un dessein de vie où on pourrait peut-être capter de la lumière en conscience, peut-être que nous, on s'est incarnés pour transformer l'obscurité en clarté, ce qui veut dire qu'on transformerait le moins en plus. Oh, c'est pas le monde de bisounours, parce que c'est du taf, hein. Ça va pas arriver comme ça. C'est une volonté de vouloir le traduire, le transmettre et le vivre. Et non pas le vivre en le disant, mais le vivre dans ce que nous vivons dans la matière. C'est-à-dire non pas rester en esprit, parce que ça c'est facile d'avoir tout compris, mais le savoir n'est pas le connaître. Et faire naître en soi quelque chose, c'est de le vivre dans notre quotidien, quasi tous les jours ou quand l'occasion se présente. Donc cette transformation d'obscurité en clarté, ça pourrait bien être un des sens du pourquoi nous nous sommes incarnés. Un peu comme l'arbre, si demain il n'y en a plus, il n'y a plus d'oxygène sur la planète. C'est un petit peu quand même la fonction, et on est tous en train de chercher à replanter des arbres là où il n'y en a pas, parce qu'il va bien falloir qu'on respire. Et qu'est-ce qu'on va respirer? On va respirer le principe de lumière et de clarté. Et c'est peut-être là que va être notre histoire d'amour. C'est peut-être cette part non visible qui va nous donner la notion que ce qui nous a manqué depuis le départ, puisqu'on a été séparés de la vie vu qu'il fallait la gagner, on est peut-être en train de retrouver, après s'être planté, la simplicité d'être pour qui on est, de capter la lumière du jour pour le végétal, et nous, de capter la lumière subtile de la vie. Et comment va-t-on la capter? Juste en se relayant par notre pensée. Franchement, on n'a rien à faire. On a juste à être en conscience, relié à cela. Et plus nous allons être reliés, plus nous allons intégrer, plus la magie va avoir lieu. J'appelle ça la magie parce que je n'ai pas d'autre nom à donner. Plus nous allons vivre l'alchimie de non plus être une forme seule qui se débrouille comme elle peut, emprisonnée dans ses références, mais d'accéder, avec toute cette conscience et cette possibilité, d'accéder à cette clarté, à cet état d'union au fur et à mesure. Alors évidemment que si l'union pouvait être du jour au lendemain réalisée, ça serait formidable, c'est vrai. Alors je ne dis pas que ça ne peut pas, il y a peut-être certains d'entre vous qui sont en union totale, respect, formidable, ce n'est pas mon cas. Donc je parle pour ceux pour qui peut-être ce n'est pas déjà le cas, mais qui sont en chemin, et en chemin non pas de faire quelque chose pour être bien, mais d'être bien pour un jour pouvoir donner les justes fruits. Donner les justes fruits, c'est bien le résultat de cette union de la vie qui n'est qu'amour pour sa forme, puisque la vie nous donne la vie. Et tout notre problème de manque qu'on a eu, c'est qu'on ne nous a rien donné. On a tout dû échanger, tout. Tôt ou tard, il a fallu échanger. Et on a, en tant qu'enfants, des droits et des devoirs vis-à-vis de ceux qui nous ont mis au monde, vis-à-vis de nos prédécesseurs. Mais comme je le disais tout à l'heure, ils n'ont fait que nous mettre au monde. On ne doit rien à personne.
On doit juste être qui on est. Or, l'emprisonnement, qui a été apparemment assez inéluctable pour, je crois, quasi tout le monde, il y a sûrement des exceptions. Les exceptions, on pourrait dire, ce sont ceux qu'on appelle des grands maîtres. Pourquoi ce sont des grands maîtres? Parce qu'ils maîtrisent en permanence leurs pensées. Et que dans la loi « je sème, je récolte », ils ne récoltent que le degré d'ensemencement, de la qualité de leurs pensées, qui n'est jamais troublé par aucune pensée qui ne soit pas l'idéal. Donc l'apprentissage, pour arriver à ça, notre propos, c'est de petit à petit maîtriser notre pensée. Et ce n'est qu'au fil du temps où nous allons maîtriser que nous allons progressivement aller vers l'état de liberté. L'état de liberté, le droit d'être, en sachant qu'avec les lois de la vie, être ne veut pas dire ne pas faire partie de l'ensemble. Être veut dire que c'est pas parce qu'on est qu'on n'est pas relié à tout, que tout n'a pas des conséquences sur tout, que notre maîtrise de la pensée va entraîner ce que l'on vit, que la loi d'évolution fait qu'on va toujours avancer, évoluer, et que les éléments d'obscurité qui vont venir nous chercher sont là pour que nous puissions assumer de les transformer en clarté, c'est-à-dire faire notre part, si je puis dire, prendre en responsabilité ce qui se passe actuellement, au degré où nous en sommes, j'ai envie de dire, avec le nombre de watts qu'on peut émettre, c'est-à-dire si on a 12 volts parce que c'est pour le fil des ânes ou des bœufs, eh ben on sera en 12 volts déjà en train de transformer. Si on est en 380, eh ben on sera en 380. Assumons ce qui correspond à notre capacité. Donc en fait, nous sommes constamment des récepteurs émetteurs. Et c'est dans cette conscience que éventuellement le début, pas éventuellement, c'est même certain, le début de la notion de liberté va commencer à poindre en nous. Sans l'amour, et l'amour avec un grand A, c'est inconditionnel, sans l'amour inconditionnel, nous serons toujours aliénés. Aliénés à combler le manque d'amour. Et c'est pour ça que cette évolution qui va se passer en nous d'incarnation en incarnation, est-ce qu'on va tout réaliser? Est-ce qu'on va être en totale union dans une même incarnation alors qu'on vient de découvrir que c'était possible? Pas sûr, peut-être. Là, moi, je ne sais pas, c'est pour chacun. Mais cette évolution va se mettre en place à partir du moment où on est planté. On va passer d'un plan de conscience à un autre plan de conscience, et ce nouveau plan de conscience va nous permettre d'émettre une nouvelle onde, et l'onde de conscience dans l'amour va entraîner la première manifestation de l'amour. Pour nous, ça va être la confiance, et on va être confiance, fiançailles, tout ça c'est le même mot. Ça entraîne le mot fidélité aussi. Et être fidèle à soi-même pour que nous puissions le moins possible quitter cette idée-là et nous laisser happer par des idées que nous n'avons pas choisies. Et au fur et à mesure que l'on va grandir dans cette idée nouvelle, dans cette conscience nouvelle, on va se révéler pour qui on est. Comme le germe va commencer à être un petit plant, va faire des branches, c'est pas lui qui dit tiens, je vais mettre une branche là parce qu'il y aura un peu plus de lumière, je vais peut-être m'en mettre une là, parce que avec ces critères, il risquerait de mettre toutes les branches du même côté et de tomber. Donc le propos, c'est la vie qui va nous permettre, dans cette conscience permanente ou le plus permanent possible dans laquelle nous sommes, de ne plus quitter cet état-là le moins possible, de façon à ce que notre forme devienne utile à la vie, et non plus se servir de la vie pour avoir l'air bien. Le propos, c'est pas le bien-être, c'est être bien. Le bien-être va beaucoup satisfaire notre personnalité, et va donc rester dans une conscience qui est celle qu'on a connue précédemment. Le propos, c'est de pouvoir dépasser ce niveau-là, notre personnalité n'étant qu'un moyen, comme la graine a été un moyen
pour qu'un jour le germe puisse pousser, donc pour qu'elle se plante. Donc cette rupture, on voit bien que cette rupture va nous amener à la possibilité de petit à petit rejoindre en union le plus possible et de plus en plus ressentir l'amour de la vie pour sa forme, puisqu'elle donne, elle n'échange pas, et que le don, l'amour, c'est du don, il n'y a plus de conditions. Donc le fait que nous ayons grandi avec la notion que nous sommes sous conditions, c'est quelque chose dont on va avoir le plus de mal à se départir. Ça va prendre un temps probablement important, parce qu'il faut soulever cette montagne-là, et elle n'est pas de petite mesure. Je voudrais, pour illustrer ça, vous raconter une histoire. Je bois un coup avant. On est dans l'atelier d'un menuisier, et au-dessus de la tablier, il y a un rack avec les outils, soit plantés dedans, soit sur le mur, étalés partout. Et il y a un marteau. C'est un beau marteau, même un très beau marteau. Et ce marteau est en tête de gondole, là devant la porte, qui rentre dans l'atelier. Et ce marteau, il est très fier d'être ce marteau-là, parce que c'est vrai qu'il a été nommé chef de la corporation des outils du menuisier par tous les autres outils. Il a une place un peu privilégiée, mais il faut dire qu'il est bien de sa personne, il le vit bien, il assume bien son rôle, il est en tête de gondole, et tous les jours, ça rentre, ça sort, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va le marteau, ça va, ça va le marteau, ça va. Puis un jour, la tenaille qui habite à côté, elle lui dit, mais ça n'a pas l'air d'aller le marteau. Non, ça va pas. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas longtemps, tu me disais que tu étais fière de ton rôle, tu tenais bien, ça allait bien, peut-être, mais là, ça va pas. Mais qu'est-ce que t'as? J'en sais rien, j'ai tout, je devrais pas me plaindre, mais je suis mal. Dit la tenaille. T'as un vague à l'âme? Un quoi? Ben, un vague à l'âme. Mais c'est quoi un vague à l'âme? Ben, c'est quand t'as tout et que t'es mal et que t'as pas d'explication. Ben, c'est ça, oui, c'est ça. J'ai pas d'explication, pourtant je suis mal, je t'assure. Ah ben, je vois bien que t'es mal. Mais dis-moi, la tenaille, t'as pas une idée comment je peux faire pour être bien? Ben, écoute, puisque tu me demandes, il me semble que tu vois, tu parles bien du comment le marteau plante les clous, enfin tout ça, tu sais bien le raconter, c'est vrai, mais tu plantes pas de clous. Bah non, je plante pas de clous, mais je sais comment on plante des clous. Oui, tu sais comment on plante des clous, mais tu le vis pas, enfin je veux dire, tu plantes pas de clous. Bah non, je plante pas de clous, et comment je peux m'y prendre pour planter des clous? Bah le matin, tu peux appeler le menuisier pour y planter des clous. Tu crois? Bah écoute, essaye. Le lendemain matin, menuisier. Et la tenaille lui dit, tu veux y aller, tu veux pas y aller? Je veux y aller. Bah vas-y, envoie du lourd. Menuisier? Le bras arrive. Que veux-tu, le marteau? Je voudrais bien planter des clous avec toi. Très bien. Ils vont sur le grand œuvre. Et toute la journée, le soir arrive. Le menuisier rapporte le marteau, tête de gondole. Et le marteau dit la tenaille, écoute, c'était trop génial. T'avais raison, j'ai planté des clous. Je me sens plus du tout pareil. Ah mais c'est vrai, c'est trop top, c'est merveilleux. Ah, je suis crevée, je vais crever. Il va se coucher. Le lendemain matin, il se réveille à midi, la tenaille est partie depuis belle lurette. Et le marteau qui dit, c'est trop beau. Je suis trop bien. Là. Ah mais là, mais oui, mais c'est évident que c'était ça. Qu'est-ce que je vois dans ce miroir? Mais c'est moi. Mon Dieu, dans quel état ça m'a mis? Oh non. La cognée tout arrondie, le manche, il n'y a plus de vernis, la poignée bleue, je la vois même plus. Oh non! Oh non! Alors il se refait une beauté, il se remet bien tout en personne, impeccable, tout bien, il se remet en tête de gondole, il reprend son rang, ça va? Ah ben ça va le marteau, ça va, super, et toi ça va? Ça va. Ça va, et la tenaille lui dit, ben, ça n'a plus l'air d'aller de nouveau, qu'est-ce qui t'arrive? J'en sais rien, là, on ne peut pas dire que c'est parce que j'ai pas planté de clous, je plantais les clous. Mais qu'est-ce qui m'arrive, la tenaille? Bah écoute, t'as planté les clous, mais tu les as plantés qu'une fois. Bah oui, évidemment, je les ai plantés qu'une fois. T'as vu dans quel état ça m'a mis? Ah bah c'est sûr. Tu peux moins faire le beau en tête de gondole, ça c'est sûr. Et puis, mais j'ai un rôle à tenir, moi. Bah tiens-le. Si tu veux le tenir, tu continues à le tenir, personne ne t'en empêche. Non, mais je suis mal. Ben, c'est peut-être parce que tu as peut-être autre chose à vivre, enfin, je sais pas. Mais tu veux dire tous les jours, j'irai? Toi, tu y vas tous les jours? Ben oui.
Ben, t'as point d'allure. Ah bah non, je n'ai pas d'allure, mais je suis heureuse, je suis joyeuse. Oui, je suis joyeuse tous les jours. Je vais arracher les clous que les marteaux ont mal plantés. En plus, je peux mal planter les clous. Ben, évidemment, évidemment. T'es pas fini, t'es pas une machine. Oh, bien sûr. Et chaque fois que tu te plantes, eh ben moi, je peux arracher les clous. D'accord. Et tu dis que, ben tu verras, si tu préfères faire le beau dans ton rack là et avoir ce rôle-là, tu le gardes. Si c'est bien pour toi, tu le gardes, mais ça n'a pas l'air bien. Alors qu'est-ce que tu choisis? Ben, je choisis de planter des clous. Le lendemain matin, menuisier. Le soir, je suis crevée la tête. Tu me réveilles demain matin parce que là, c'est dur. Le lendemain matin, marteau, c'est l'heure. Menuisier. 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 Et les jours passent, et les jours passent. Et le marteau est juste heureux, joyeux, mais plus qu'heureux, joyeux, joyeux d'être un marteau utile, joyeux d'être bien, joyeux. C'est ça, être utile. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, il y a un petit problème. Le marteau, il sent bien un truc qui ne va pas, parce qu'il a bien vu que dans la boîte de clous, il n'y avait plus beaucoup de clous. Et là, peut-être que le menuisier ne va plus avoir besoin du marteau, parce qu'il n'y a plus beaucoup de clous dans la boîte. Alors, le menuisier lui dit, ça ne va pas le marteau, il y a quelque chose qui ne va pas, dis-moi. Eh bien écoute, je devrais peut-être pas, mais je suis un petit peu inquiet parce qu'il n'y a plus beaucoup de clous dans la boîte, et s'il n'y a plus beaucoup de clous dans la boîte, tu ne vas plus avoir besoin de moi, plus être utile. Je comprends, c'est un vieux doute qui te remonte d'avant, c'est ça, le marteau? Allez, viens avec moi. Il ouvre l'armoire de l'infini, regarde, il va manquer des clous? Ah bah non, 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 il ne va pas manquer de clous. Alors tu vois, allez, tu me fais confiance? Donne-moi ça au moins. Ouais, dit le marteau, je te le donne. Excuse-moi, je t'en prie, c'est normal, normal, des vieux retours. Voilà ce qui pouvait illustrer ce qu'on vient de dire, il me semble, où je n'ai pas tellement de commentaires à rajouter, et je voudrais finir ce moment-là avec vous, avec cette histoire-là. Alors si vous avez des questions, je suis là pour répondre, évidemment. Donc Anne-Françoise, on va commencer par une question qui était sur YouTube. Donc, comme dans le monde végétal, n'y a-t-il pas de pensée parasite? Attends, redis-moi ça parce que je n'ai pas entendu. Alors, comme dans le monde végétal, n'y a-t-il pas des pensées parasites? Comment faire le tri dans ces pensées pour avoir les idées claires? Alors, toute pensée parasite, c'est ma traduction. Je ne suis jamais la vérité, mais je peux éclairer que ce que je peux éclairer. Toute pensée parasite est une idée noire. Une idée noire, si elle vient vers nous, moi c'est ma traduction, il me semble que c'est parce qu'on est les seuls habilités à la transformer. C'est marrant parce que le « je suis moche », si je me trouve mannequin, belle et première page de catalogue, il ne va pas arriver chez moi, le « je suis moche ». Il va aller chez la voisine qui se trouve moche, et le « je suis moche » va arriver. Et elle aura transformé le « je suis moche » en « je suis bien ». Moi, ce qui va m'arriver, ça va être la juste obscurité dont j'ai la capacité, que j'ai la capacité de transformer, plus l'effort que ça va me demander. Et toute idée parasite, si on ouvre la porte et qu'on les laisse rentrer, elles vont s'installer. Si on est habitué à ce qu'elles s'installent dans notre canapé de notre conscience, elles vont s'installer dans le canapé de notre conscience. Notre conscience, c'est un univers dans lequel on va choisir qui on invite. Si on a laissé rentrer une idée noire, on va vivre avec. Mais en plus, ça fait tellement longtemps qu'on vit avec des idées noires, peut-être même des fois, même pas s'apercevoir qu'elle est assise là. Oh, puis tout d'un coup, on se réveille, on dit mais si, mais j'ai pas envie de ça. Oh, tiens, peut-être que je vais la transformer. Et je vais la transformer en idée claire. Parce que si elle est venue me chercher moi, c'est peut-être pour que je la transforme. C'est peut-être ça la possibilité. C'est d'utiliser sa pensée pour repenser qu'on ensemence ce que l'on veut voir pousser, quel que soit le temps de gestation. Je ne l'ai peut-être pas assez dit, ça. Quand on ensemence quelque chose, ça va peut-être prendre du temps pour germer, pour se réaliser. Mais quand une femme est enceinte d'un enfant, entre le moment où il y a la semence et le moment où il va sortir du ventre, il y a une gestation. Entre le moment où le germe est planté et le moment où il va devenir un arbre et donner des fruits, il y a une gestation. Est-ce que c'est mieux, moins bien? Non, ça prend du temps.
Mais sachant en tous les cas que si on n'a pas ensemencé, on risque pas, choisi d'ensemencer, on ne risque pas de le récolter. Et vous voyez combien ça a été notre pire ennemi, ça, enfin l'ennemi au sens psychologique du terme, c'est qu'on n'avait pas le droit de déclarer qu'on était bien tant qu'on ne l'avait pas prouvé quand même. Ça veut dire qu'il fallait donner des fruits en tant que graines. Ça ne sait pas bien faire. Ça n'a pas pu faire. Donc l'interdiction d'ensemencer « je suis bien », de déclarer quand on est un enfant « je suis bien » alors qu'on fait que des bêtises, on n'avait pas le droit de dire « je suis bien », donc on n'a jamais pu le récolter. Donc on a continué à faire des bêtises, puisque de toute façon on était catalogués comme ça. Puis c'est ce qu'on faisait de mieux. Voilà, j'espère que je réponds à la question. Alors Anne-Françoise, il y a une autre question d'Anna Goba, donc comment faire alors pour gagner confiance en soi? Pour gagner? Confiance en soi. Alors, pour gagner, il faut jouer. C'est ce qui me vient. Alors, jouer, c'est quoi? Ben, si je reprends la notion du jeu, je ne suis pas joueuse du tout, mais c'est vrai que si on ne fait pas la démarche d'aller chercher le billet éventuellement gagnant, on ne risque pas de gagner. C'est-à-dire que d'abord, il va falloir vouloir. Et là, on va rentrer dans une conscience qui est la conscience de la volonté. Ça fera l'objet probablement d'une autre conférence un autre jour, parce que le mot volonté, c'est quand même quelque chose qui n'est pas rien. Le mot volonté, c'est je veux. Et je veux, on voit qu'actuellement, on a le je veux, il n'a pas le O d'émettre un vœu, c'est V-E-U-X. On a perdu le O. Alors que quand on émet un vœu, il y a quelque chose de fort. Mais en fait, chaque semence est un vœu. Donc la confiance en soi, c'est déjà de vouloir d'émettre le vœu qu'on sait qu'on est en train de l'acquérir. Elle est en train de pousser en nous parce qu'on va ensemencer ce vœu. Si on n'ensemence pas le vœu de l'amour, le vœu de la confiance, il ne va pas arriver. Il n'y a aucune raison qu'il arrive. On n'a pas agi, on n'a pas posé un acte avec nous-mêmes, avec la vie, en se disant « je veux être bien ». Je veux être en confiance. La confiance, c'est fiancé à la vie jusqu'au jour où le top du top, ça sera les épousailles, et là on sera en union, et autant la liberté, le mot liberté ne sera plus nécessaire, parce qu'il n'y aura plus le mot emprisonnement. Quand on en sera là, la planète sera une planète de lumière et d'amour, ce que je nous souhaite tous de vivre. Simplement que pour qu'elle soit une planète de lumière et d'amour un jour et dans la confiance de qui on est, parce que si on a confiance en nous, on va pouvoir donner de la confiance. On ne peut donner que ce qu'on a. Si on a de l'amour pour nous, parce qu'on capte l'amour de la vie pour sa forme sans jugement, on aura la possibilité d'en donner. On n'en a pas, on ne peut pas en donner, auquel cas on descend dans l'échange. Donc la confiance, c'est la première manifestation de l'amour, mais si on n'a pas ensemencé « je suis bien, j'aime qui je suis », la confiance risque de ne pas pouvoir pousser. J'espère avoir répondu. Dans le public, quelqu'un a une question? Alors, je voudrais bien, du coup, puisqu'il n'y a pas de questions, c'est souvent le cas, je ne sais pas pourquoi, ça doit mettre un froid, je ne sais pas. Mais ou ça donne, il faut peut-être le temps d'ingurgiter tout ça, de digérer ce qui est dit, peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, j'en profite pour vous dire que nous sommes une petite équipe. Non, évidemment, je fais partie. Et notre but, enfin notre organisation, notre sens, on a créé cette maison d'édition associative, donc tous bénévoles, sauf les illustrateurs, parce que c'est un métier vraiment à part. Ils ne peuvent pas faire deux métiers à la fois. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est rémunéré. Sinon, l'ensemble que nous sommes là pour créer des outils et donner des outils, vendre des outils pour une part, en donner pour d'autres, de façon à ce qu'on puisse être plus jeune pour rencontrer tout ce qui est dit dans cet autre sens. Donc en tant que germe qui pourrait se développer et qu'un enfant, à un certain moment de conscience, puisse imaginer que oui, il n'est pas que ce qu'il voit de lui. Et donc on a créé des outils, à savoir par exemple la collection Dis-moi Manou, qui est une collection, là j'ai que celui-là, il y a Estomac et compagnie, et il y a Les Forts Magiques qui sont sortis, qui donnent en tant que bande dessinée la notion à des enfants que tout est lié dans la vie, qu'ils ont une âme.
simplement que c'est donné de façon très simple et ludique, et puis que l'effort n'est pas la souffrance. Donc toutes ces petites notions-là, déjà à travers ces bouquins-là. Nous avons aussi un petit bouquin qui commence pour plus jeunes, qui est Goutte de vie, qui est « Avant d'être dans ton ventre, maman, j'étais où et quand on meurt, on va où ?» C'est quelque chose qui est souvent ou endoctriné ou qui donne une espèce de vérité, peut-être. Là, il n'y a pas de texte, c'est uniquement l'histoire d'une incarnation. Depuis une goutte de vie que nous sommes, qui va s'incarner dans une forme, jusqu'à redépart de la goutte de vie. Et puis, nous avons aussi idées claires, idées noires, nous en parlions tout à l'heure à la question, avec quoi qu'est-ce qu'on laisse rentrer chez nous dans le canapé de notre conscience le matin, des idées claires ou des idées noires. On va s'apercevoir que les idées noires ont une grande tendance à se présenter en premier, que les idées claires, il va falloir se bouger pour qu'elles s'installent. Et le dernier né d'il y a 1 an, c'était pour le forum l'an dernier, c'est un bouquin pour adultes, parce qu'on nous a dit « Ok, c'est formidable, pour les enfants c'est très bien, merci beaucoup, mais par contre, pour l'adulte, est-ce que vous avez quelque chose qui pourrait nous présenter un peu tout ça et nous éclairer tout ça ?» Et donc on a sorti Carnet de voyage d'une conscience, avec la progression de tout ça. À côté de ça, sur notre site internet, donc unautre-sens.fr, nous offrons des outils qui sont à la fois tout un volet pédagogique pour ceux qui instruisent principalement des enfants, et puis on a les podcasts avec des histoires, par exemple celles-là, qui sont racontées dedans, qu'on peut toujours réentendre pour se relier à cette idée-là. Et on vient de créer récemment une rubrique qui s'appelle « Au fil des mots ». Et par exemple, le mot « conscience », c'est le premier qui est sorti, mais il y a 1 mois de ça, donc c'est encore très récent. Le prochain mot qui va sortir, ça va être le mot « amour ». Alors c'est assez court, hein. Le premier fait 5 minutes, le deuxième va faire 10, parce que « amour » en 5 minutes, on n'a pas réussi, mais on s'applique. Et l'intérêt de la chose, c'est que ce n'est pas présenté par quelqu'un, parce qu'on a envie que ça appartienne à tout le monde. Ce n'est pas la particularité d'une personne. Tout ce qui est dit là appartient absolument à tout le monde. Ça existe déjà. Ce n'est pas quelqu'un qui tout d'un coup a soulevé de son chapeau. C'est là, c'est juste ceux qui sont nés pour l'éclairer et ceux qui vont pouvoir l'entendre parce que c'est éclairé. Et au fil des mots, c'est un mot qui est éclairé dans cet autre sens, avec la conscience du comment on passe de l'état de graine à l'état de germe. C'est toujours un peu cette base, ce schéma-là de base, de façon à prendre conscience du comment on arrive à plus de conscience. Et la particularité, ce sont les illustrations qui peuvent être accessibles. On a envie que ce soit accessible aussi à des enfants. Et on a envie de ne plus moins en moins scinder ce qui est pour les enfants et ce qui est pour les adultes. Parce qu'on s'en est rendu compte avec la première série dans la collection Dis-moi Manou, c'est qu'en fait les parents disaient « mais moi ça a été important que je le lise pour moi ». Parce qu'en fait, c'était pas si clair que ça. Et le fait que je le raconte à mes enfants, à nos enfants, ça m'a aidé moi aussi à prendre conscience de ce que je ne pensais pas assez. Voilà. Et le prochain bouquin qui va sortir, il va y en avoir un pour enfants aussi, sur comment comprendre ses parents, par exemple. Parce qu'en fait, on pose toujours la question aux enfants, aux parents, que les enfants c'est difficile. Mais en fait, pour les enfants, les parents, c'est extrêmement difficile. Et pourquoi c'est si différent, et pourquoi ça ne pense pas comme nous, et pourquoi on n'a pas de marge comme ça, et on n'a pas le droit. Alors, il va falloir qu'on s'y fasse à cette affaire, à cette situation, et comment on va l'éclairer. Donc, c'est Gentiane Lévy qui écrit ça. Et puis, il va y avoir le prochain qui ne sera pas ni pour enfants, ni pour adultes, mais on prend le pari de faire le même livre pour enfants et adultes, parce qu'il y a des adultes qui ont le raisonnement et la conscience encore ou la fraîcheur de l'enfant, et il y a des enfants qui ont déjà une conscience plus évoluée, qui seraient plus proches de certains adultes. Donc, le fait qu'il y ait une lecture, probablement à 3 niveaux, il n'est pas arrêté aujourd'hui, mais on est en train d'aller vers ça, pour ne pas scinder justement, et que chacun trouve son niveau de conscience à la lecture. C'est notre pari prochain. Alors si évidemment vous voulez recevoir nos informations, vous vous inscrivez sur le contact unautre-sens.fr et on sera ravis. On ne peut pas dire qu'on envoie beaucoup des informations parce qu'on ne publie pas énormément, parce que plus on vend, plus on peut publier. C'est la loi du commerce pour avoir de quoi imprimer et de quoi créer. Voilà. Moi, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je remercie le forum. Merci Anne-Françoise pour cette belle conférence. Et puis,
bonne continuation et puis plein de succès avec votre association. Merci à vous. Merci bien. Ça va.